Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, fidèles participants à notre rendez-vous appelé la quinzaine du gouvernement, je voudrais d'abord m'excuser pour le grand retard dans la tenue de notre quinzaine. Comme vous le savez, nous aurions dû tenir une quinzaine début décembre et des raisons d'agenda gouvernemental nous ont empêchés de le faire. Dans un deuxième temps, je voudrais qu'ensemble, nous rendions un hommage mérité à votre consoeur, Aibi Enevi Nkuka Koudissa, journaliste de l'hebdomadaire La Semaine africaine, trop tôt arraché à l'affection de sa famille, à celle de ses collègues et à la corporation tout entière, elle qui a été portée en terre il y a quelques jours. Nous voulons également rendre un hommage au très célèbre Charlie Noël Massengo, alias Charlie Noël. Charlie Noël a rythmé la jeunesse, notamment de nombre de nos compatriotes, le ministre qui vous parle ne faisant pas exception, puisque j'étais un fidèle téléspectateur de sa célèbre émission des années 1980, appelée Vidéo 45. Que l'une et l'autre de nos deux disparus sachent qu'ils ont laissé dans nos mémoires et dans nos cœurs un souvenir et une œuvre inspirante. Pour ces deux collègues, je vous prie de vous lever et d'observer une minute symbolique de silence. Merci. Mesdames et messieurs, nous ouvrons notre quinzaine du gouvernement de ce jour par une actualité plus heureuse, à savoir la participation des Diables Rouges Dames à la Coupe d'Afrique des Nations de handball, qui s'est déroulée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 27 novembre au 7 décembre 2024. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère en charge des sports, a permis à notre équipe nationale de participer à la compétition. Et comme nous l'avons vu, comme nous pouvons en attester, cette participation a été une grande victoire pour notre sport. En effet, avec 5 victoires à leur actif, nos Diables Rouges Dames ont occupé une très honorable 6e place dans la compétition. Autre satisfaction de cette compétition, notre compatriote Fanta Diagouraga a été désignée meilleure demi-centre et surtout meilleure joueuse de cette compétition. Cette réjouissance nous permet de constater que nos sportifs, bien préparés, accompagnés par les pouvoirs publics, sont capables, comme pour les arts martiaux récemment, des plus grands exploits. Ce rappel est un clin d'œil à votre consoeur, Madame Tresika Kimpembe, ici présente, qui nous avait interpellés et avait exprimé son inquiétude au sujet de la participation de nos handballeuses à cette compétition continentale. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale a été nourrie par les visites en France et en Libye de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. À Paris, en France, le 7 décembre dernier, le chef de l'État a pris part à la cérémonie marquant la réouverture officielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les 8 et 9 décembre, le chef de l'État, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, a eu des entretiens avec les responsables de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque dans le cadre du processus de réconciliation de nos frères libyens. Enfin, le président de la République a reçu ce 21 décembre, samedi dernier,
son homologue, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des échanges permanents et réguliers entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale, c'est également la mise en service le 4 décembre dernier par le Premier ministre chef du gouvernement d'une station de forage d'eau potable d'appoint à l'agence de la Congolaise des eaux du boulevard Alfred Raoul. La mise en service de cette station de forage a eu pour effet immédiat d'augmenter la pression à l'intérieur du réseau de la LCDE pour les quartiers Batignolles et Plateau des 15 ans et d'améliorer la desserte en eau potable pour le bonheur des habitants de ces zones. Le même dispositif, il faut le savoir, est en cours de réalisation au Centre national de radio et de télévision, dont les locaux ont été mis à disposition de la Congolaise des eaux à la demande du gouvernement et par le biais du ministre de la Communication et des Médias pour l'installation de ce second forage, et ce, pour le bénéfice des habitants de Nkombo et des environs. Autre sujet d'actualité nationale et internationale, le Premier ministre chef du gouvernement a représenté le président de la République à l'important sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu le 16 décembre dernier à Yaoundé au Cameroun. Nous pourrons d'ailleurs, si tel est votre désir, nous appesantir sur les conclusions de ce sommet d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, entre autres faits marquants de l'actualité nationale, nous pouvons relever la poursuite par la police nationale des opérations de lutte contre le grand banditisme et la grande délinquance sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, l'opération Coup de poing, qui est, comme vous le savez, l'opération mise en œuvre par les services de police nationale, a permis, notamment dans le département du Poul, l'interpellation dans le district d'Igné de 92 délinquants. À cet égard, le gouvernement entend, par ma voix, rassurer les populations sur le fait que les autorités compétentes ont pris toutes les dispositions qui vont permettre à tous et à chacun de passer les fêtes de fin d'année 2024 dans la sérénité et dans la joie. Autre sujet d'actualité, le lancement par le ministère en charge des Affaires sociales de l'enrôlement de 2000 jeunes Congolais de Dolisie pour l'inscription au projet de protection sociale et d'inclusion des jeunes, qui est un projet, comme vous le savez, qui permettra à cette catégorie de jeunes vulnérables d'accéder à une activité, voire à un emploi. Mesdames et messieurs, selon nos usages, avant de laisser circuler la parole, et en cette veille de la fête de la Nativité, je ne saurais clore mon propos sans souhaiter à tous et à chacun un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre aimable attention. Fulgence Zikito Brazanet. Monsieur le ministre, il y a des Congolais qui sont admis à la retraite il y a aujourd'hui 5, 6, 7 ans, mais qui, pour certains, jusqu'à présent, n'ont pas encore commencé à toucher leur pension. Certains risqueraient même de mourir sans pour autant toucher cette pension. Monsieur le ministre, dans un monde en pleine évolution technologique, pourquoi est-ce que les procédures administratives congolaises sont si lentes? La deuxième question, monsieur le ministre, il y a des jeunes Congolais qui ont passé le concours de la police et également de la gendarmerie il y a plus d'une année, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais jusqu'à présent, ces jeunes sont encore dans leur maison. Cependant, d'autres jeunes sont sortis de Buya. On ne sait pas par où ils sont rentrés, ni comment ils sont rentrés. Pourquoi est-ce que, monsieur le ministre, dans ce pays, certaines personnes doivent être privilégiées et non les autres? Pour terminer, monsieur le ministre, en dehors de l'armée et la police qui lancent les procédures de recrutement. Le recrutement à la fonction publique, on ne sait pas par où ça passe. Ce sont les neveux et nièces qui donnent les dossiers aux oncles, les fils et filles qui donnent les dossiers aux pères. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que les campagnes
du recrutement à la fonction publique demeure un secret. Voilà. Nous allons commencer par la troisième interrogation. Je ne sais pas si justement vous connaissez les procédures de recrutement que vous évoquez dans la fonction publique. Il faut savoir que le principe aujourd'hui dans notre fonction publique, c'est l'absence de recrutement. C'est le principe général qui a été édicté au moment où nous sommes entrés, il y a de nombreuses années, en programme avec nos partenaires, Fonds monétaire international notamment. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'exception dans le cadre de ce principe, c'est la volonté politique exprimée par le président Denis Sassou Nguesso il y a quelques années, qui était cette volonté politique de permettre qu'à titre exceptionnel, un certain nombre de ministères aient accès à la possibilité de procéder à des recrutements dans la fonction publique. C'est dans ce cadre qu'effectivement sont lancés des processus de recrutement sur la base des ministères qui ont été identifiés comme prioritaires, parmi lesquels, grosso modo, les ministères des enseignements, des affaires sociales, la santé, la jeunesse, et également, grâce à l'intervention de certains collègues qui étaient de la profession de la communication, je veux citer le ministre d'État Firmin Ayessa, à qui je fais un clin d'œil, le ministère de la Communication. Alors, il faut savoir que cela n'est pas secret. Vous parlez de secret, vous parlez de favoritisme. Non. Il y a d'abord une identification par ministère des besoins et ensuite une détermination, une prise de décision concertée entre le ministère de la fonction publique et les ministères du budget et des finances du nombre de postes ouverts pour les ministères concernés, chaque année, ou quasiment. Une fois que cette décision est prise, il y a ensuite une pesée qui est faite, c'est-à-dire la détermination de ces postes budgétaires par grade, par catégorie, etc. Et tout cela est public. Tout cela est rendu public au niveau des ministères concernés. Et enfin, la phase suivante, qui, à ce moment-là, fait participer les managers, c'est-à-dire, pour ce qui concerne, par exemple, c'est un exemple que je cite à titre d'illustration, les directeurs généraux des structures sous tutelle du ministère de la Communication, Télé Congo, Radio Congo, Imprimerie Nationale, ACI, Télédiffusion du Congo, Nouvelle République, etc., qui, connaissant leurs besoins et connaissant ce qu'on appelle couramment les pigistes, dans un jargon que je n'aime pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle, déterminent d'accord parti avec les organisations représentant ces agents, déterminent et identifient ceux qui vont être recrutés pour l'année concernée. Et au bout du processus, il y a la prise des textes réglementaires, soit des décrets selon les catégories de recrutement des agents concernés, soit des arrêtés, donc des décrets du président de la République, du Premier ministre ou des arrêtés. Et j'ai récemment, il y a quelques semaines, reçu des textes qui ont été rendus publics, puisque ces textes réglementaires sont publiés au journal officiel. Donc je vous renvoie au journal officiel. Donc voilà le processus. Je ne sais pas s'il y a plus transparent que cela. Et il n'y a rien à ce stade, je dis bien, il n'y a rien à ce stade qui justifie le terme que vous avez choisi, celui de favoritisme. Allez consulter le journal officiel et vous verrez que toutes ces affaires sont faites dans la transparence la plus totale. Bien entendu, il faut le noter, les besoins sont immenses. Bien entendu, souvent le nombre, et je prends toujours l'exemple de la communication, de postes disponibles peut apparaître comme une goutte d'eau dans un océan de besoins. Mais je crois que cette décision du président de la République a été salvatrice puisque beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont pu être recrutés dans un secteur, et notamment dans le pôle public de l'audiovisuel, où à peu près 75 à 80% des agents qui animent les structures sont des pigistes.
Alors, poser d'autres questions, le concours de la police, et vous émettez, disons, les mêmes griefs. Je connais moins le processus, mais il n'est pas totalement différent de celui que je viens d'évoquer pour ce qui concerne les recrutements. Je crois que le recrutement de ceux qui ont réussi le concours, le recrutement effectif ne devrait pas manquer d'avoir lieu. Et prenons juste un peu patience. Alors, pour les retraites, vous évoquez la question de nos aînés qui, effectivement, vont à la retraite. Et souvent, il y a malheureusement un grand retard à l'allumage entre le moment où les textes mettant à la retraite les agents de la fonction publique concernés et le moment où ils touchent effectivement leurs droits. Ce temps est un temps effectivement assez long, trop long au goût des agents concernés, et j'en conviens. Vous évoquez le fait qu'au moment où les technologies permettent d'accélérer les choses, vous déplorez le fait que cela ne soit pas encore le cas dans notre fonction publique, mais là-dessus, je crois que lors de nos précédents échanges, nous avons évoqué l'instruction, l'exhortation que le président de la République a donnée au gouvernement lors d'un des derniers conseils des ministres, pas le dernier, mais le précédent, sur la nécessité d'assurer à partir de début 2025, le plus rapidement possible, la digitalisation, c'est-à-dire la numérisation des données, la dématérialisation des données et des dossiers et des documents de la fonction publique, et puis la numérisation des processus qui va permettre d'accélérer toutes les démarches administratives dans tous les secteurs, y compris dans celui de la prise en compte des retraités. Et donc à ce moment-là, nous verrons, et pourquoi pas un jour imaginer, ça serait l'idéal, imaginer une prise en compte quasi automatique, c'est-à-dire que vous cesseriez vos fonctions à telle date et au début de la plus prochaine période ouvrable ou ouvrée, vous seriez déjà exigible en termes de paiement de l'indemnité retraite. Donc c'est là un des objectifs majeurs du gouvernement sur les instructions du président de la République. Merci. Je suis Michael Gatier, je prends la parole au nom de Focus Média. Pas plus tard que hier, j'ai échangé avec un enseignant qui me disait, dans un pays où la corruption, la concussion, la fraude, le vol sont érigés en normes de gestion, on ne pourra connaître aucun développement. Récemment, le président a parlé au sujet des 6 milliards qui sont détournés au sujet des bourses. C'est un sujet assez important. Malheureusement, ça n'a pas été abordé dans le mot introductif du ministre. Je déplore tout cela, parce que c'est un sujet assez important aussi. Maintenant, pourquoi quand le président en parle, et les politiques font naturellement un discours d'évangile, mais pourquoi il n'y a pas de sanctions derrière tout ça? Parce qu'on connaît, au fil des années, on connaît ceux qui ont géré ce ministère, ceux qui ont géré de l'argent, ainsi de suite, mais pourquoi il n'y a pas de poursuites automatiques? Il y a aussi un sujet assez important au sujet de la corruption, au sujet du vol, ainsi de suite. C'est un sujet relatif au projet de développement dans le pays. Il y a des projets qui ont été lancés dans ce pays, le gouvernement a financé, on a reçu de l'argent, ainsi de suite, mais qui n'ont jamais eu de suite. Dernièrement, on parlait du marché de l'intendance. Pourquoi il n'y a pas de suite? Pourquoi ceux qui gèrent ces questions ne sont pas interpellés? Il y a aussi une question assez importante, le ministre en a abordé sur les questions de lutte contre le banditisme urbain. En RDC, par exemple, on a instauré le mécanisme selon lequel si on met la main sur ces jeunes délinquants, ils ont instauré un système de peine de mort. Alors, qu'en est-il au Congo? Et surtout qu'on sait qu'en RDC, ceux qui commettent après, en réalité, prennent la fuite par le Congo. Quelles sont les mesures que le Congo, la République du Congo, a pris en réalité pour éviter qu'il y ait débordement ici à Brazzaville? Parce qu'on sait que nos frontières sont tellement moroses. C'est les questions que j'en avais. Merci, Monsieur Ngatsé.
Je reconnais là l'esprit dans lequel vous inscrivez à chaque fois, mais maintenant je suis habitué, je suis comme le singe de laboratoire. Au bout de la 5e piqûre, je ne sens plus rien. Donc je vais pouvoir répondre de manière sereine à vos questions. Alors, vous parlez du détournement de 6 milliards de bourses. Pourquoi il n'y aurait pas, je reprends votre terme, de poursuite automatique? Bon, je ne sais, un terme curieux, je ne sais pas ce qu'on appelle une poursuite automatique. Vous savez, je suis un peu juriste dans ma vie professionnelle. Sur les bancs de la faculté de droit, je n'ai jamais appris le concept de poursuite automatique. Je ne sais pas quel est ce concept. Je ne le connais pas. Je connais la mise en action des autorités compétentes en matière de poursuite. Et dans notre pays, c'est le procureur de la République. Alors le procureur de la République est saisi de deux manières. Soit il est saisi par un tiers, un citoyen, soit il se saisit lui-même du fait de la clameur. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, le concept de poursuite automatique n'est pas conforme à notre droit pénal. Je crois qu'il faut que je vous le précise. Deuxièmement, je crois que vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas en avoir parlé dans mon mot introductif. Tout simplement parce qu'il y a 72 heures ou un peu plus, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été interpellé au Sénat sur la question. Et en tant que journaliste, je pense que vous avez eu la position du gouvernement sur ce sujet. Et il ne m'est pas apparu utile, intervenant après l'explication claire donnée par le Premier ministre, d'introduire les mêmes explications qu'il a brillamment données au Sénat dans mon mot introductif. Et donc je vous renvoie déjà à ce qu'il a dit, mais je peux résumer pour ceux qui n'ont pas suivi les propos du Premier ministre au Sénat en direct sur les médias nationaux. Il a évoqué le fait qu'il y avait, dans le cadre d'un audit qui a été demandé par le gouvernement, et la mise en œuvre d'actions qui conduisent, vous évoquiez tout à l'heure le modernisme et les technologies, qui conduisaient cet audit à la mise en œuvre d'un recensement biométrique des étudiants, c'est-à-dire la possibilité, dans le cadre de ce recensement, de savoir qui est étudiant et qui ne l'est pas. Et dans ce cadre-là, il est évident qu'un étudiant fictif ne peut pas aller donner ses empreintes ni les données biométriques, puisqu'il n'existe pas, cet étudiant. Ou alors, quand il existe, il n'est peut-être plus éligible à la qualité d'étudiant boursier, pour des raisons diverses. Et déjà là, il y a eu l'élimination d'un certain nombre de personnes qui n'avaient plus à être dans le fichier des étudiants. Deuxième élément évoqué par le Premier ministre, que je me permets donc de rappeler ici, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que la gestion des effectifs des étudiants qui explique ce problème. Il y a probablement un certain nombre d'indélicatesses, et ces indélicatesses font l'objet d'une enquête administrative. Et cette enquête administrative, et le Premier ministre a conclu comme cela au Sénat, si elle révélait des fraudes, des manquements des agents publics chargés de la gestion de la bourse des étudiants, et que cette fraude et ces manquements justifient l'ouverture d'une action pénale, eh bien, les autorités compétentes seront saisies. Voilà la réalité du dossier. On ne peut pas, mon cher monsieur Ngatsé, évoquer tout le temps l'état de droit et puis demander qu'on n'applique pas l'état de droit quand il s'agit, face à une situation qui, aujourd'hui, interroge l'ensemble de l'opinion, eh bien, vouloir pour reprendre votre terme, des poursuites automatiques. Parce que pour qu'elles soient automatiques, il faut quand même identifier les gens. Et pour qu'elles soient automatiques, il faut identifier les infractions. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà la situation qui, aujourd'hui, caractérise ce dossier qui, à bon droit, a pu émouvoir une partie de l'opinion. Mais le gouvernement, à travers les mécanismes rappelés par le Premier ministre et que j'ai brièvement indiqués ici, est à l'œuvre pour que nous ayons le fin mot de l'histoire. Vous parlez de manière globale de projets de développement et vous en citez
quelques-uns au passage, ou un en particulier, et demander des poursuites. Vous êtes un citoyen. Si vous estimez avoir des preuves, des indices irréfragables ou des éléments qui justifient l'ouverture d'une enquête, eh bien saisissez le procureur de la République. Nous sommes un État de droit. Vous semblez avoir des informations sur le dossier dont vous avez parlé, eh bien, saisissez le procureur de la République. L'État, le gouvernement, les pouvoirs publics, les agents publics, les membres du gouvernement, les responsables administratifs et politiques, quand ils sont confrontés à la découverte d'une suspicion d'infraction, eh bien, ils n'hésitent pas à exercer les voies de droit et notamment à saisir les autorités compétentes. Donc vous, citoyens, pleins et entiers, nantis de tous vos droits civiques, eh bien, je vous invite, si vous avez des informations, à saisir le procureur de la République sur ce dossier. Alors, vous évoquez sur votre troisième intervention le fait qu'en RDC, les délinquants appelés couramment Koulouna là-bas et Bébé Noir chez nous, une fois appréhendés, sont passibles de la peine de mort. Ils sont exécutés, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Bon, il faut savoir que la Constitution de 2015, adoptée par le peuple congolais par référendum, 25 octobre 2015, a aboli la peine de mort dans notre pays. Donc nous ne pouvons pas procéder à l'exécution, la peine capitale à l'encontre des délinquants qui sont appréhendés, parce que cela serait considéré comme un crime, puisque anticonstitutionnel. Donc nous avons d'autres mécanismes aujourd'hui qui permettent de punir et de punir sévèrement. Il y a des sessions criminelles actuellement. Prochainement, parce que j'attends de faire le point avec mon collègue de la justice, nous vous donnerons le bilan des sessions criminelles qui se tiennent. Tous les délinquants, Bébé Noir et autres qui ont été interpellés, on peut y ajouter les 92 dîniers d'il y a quelques jours, sont systématiquement, pour ceux qui ont commis des crimes flagrants, transférés vers les services compétents au niveau de la justice et sont jugés par les juridictions compétentes. Donc nous avons au niveau des pouvoirs publics la sévérité et l'exemplarité nécessaires pour punir les actes de délinquance. Enfin, nous avons quand même une dimension rédemptrice que vous connaissez, c'est celle des centres que nous sommes en train d'édifier à Loudima et à Bokania et ailleurs, pour que les moins marqués de ces délinquants, en tout cas ceux que l'ordre public n'envoie pas directement en prison, ceux qui sont réformables immédiatement, eh bien, puissent être formés à la citoyenneté et à des métiers pour se réinsérer dans la vie sociale. Je suis Ernest Blanchard-Dimi. Je pose mes questions pour le groupe Brazanet et pour le journal Le Patriote. Je reviens un peu sur la question posée par Michael Degatier de Focus Média. Alors, en fait, je m'interroge, si aujourd'hui on est encore au niveau des enquêtes administratives concernant l'affaire des 6 milliards décriés par le président, on se demande sur quelle base les informations ont été communiquées au président de la République afin qu'il en parle à la communauté internationale. Si aujourd'hui on est encore au stade des enquêtes, si on ouvre encore des enquêtes, parce qu'on suppose que l'exécutif a eu les éléments nécessaires et les travaux ont été faits, tous les éléments ont été collectés et on a donné les chiffres au président de la République afin qu'il en parle, afin que les sanctions s'en suivent. On fait la dernière. Monsieur le ministre, nous avons suivi il y a une semaine un peu plus la toile brûlée à propos d'une affaire dite Lissassi. Il s'agit d'un jeune de Poto-Poto, un Congolais, dont l'œil aurait été crevé à la suite d'une arrestation par la BCIR. Ses parents lui ont porté plainte, ça fait 2 ans, l'affaire n'a jamais évolué et curieusement, on l'a suivi exhibé à travers certains médias, arrêté pour une affaire de, détention ou consommation de drogue, avec grand tapage sur les médias. Et on ne sait pas si le gouvernement, c'est vrai au-delà de la séparation du pouvoir, si le gouvernement a à cœur ce genre de situation qui frustre l'opinion
qui donne l'impression de deux poids, deux mesures, parce que d'un côté, la population croit que le gouvernement ou le pouvoir judiciaire s'efforce à protéger le personnel de la BESIR, donc la police, à l'origine du dégât corporel qu'il a subi, et de l'autre, on martyrise à la limite un citoyen, alors en faisant ce qu'on a suivi dernièrement sur les médias, la présentation par le procureur de la République, au public et tout ça. Donc je voudrais un peu savoir un peu comment vous recevez en tant que porte-parole du gouvernement tout cela, et comment vous réagissez face à la frustration de la population quand on vit cela. Merci, Monsieur le ministre. Bon, on va commencer, merci Monsieur Dimi, on va commencer de manière graduée par le problème le plus important qui, parmi vos trois interrogations, plus important en termes d'opinion nationale. Vous revenez sur la question des bourses. Bon, je me suis peut-être fait mal comprendre tout à l'heure. Il y a dans la fonction d'homme d'État un certain nombre de dimensions un peu différentes. Il y a le fait de recevoir des informations précises, d'inviter les services compétents à creuser le sujet, à investiguer, à enquêter. Il y a ensuite, dans la fonction de l'homme d'État, ce qu'on appelle une fonction tribunicienne. C'est-à-dire qu'au moment où on collecte les éléments, où on invite les services compétents à le faire, eh bien, l'homme d'État a une fonction tribunicienne qui consiste à alerter l'opinion. Le président de la République, je vous rappelle que son nom juridique, dans toutes les constitutions à travers le monde, on l'appelle le premier magistrat du pays. Premier magistrat, c'est pas neutre. Il y a deux mots, premier et magistrat. Ça veut dire qu'il est le principal magistrat dans un État. Et donc quand il lance, à travers son interpellation, lors de son discours solennel sur l'état de la nation, un sujet du genre, c'est que non seulement en amont, il a déjà donné des instructions, mais qu'en plus, il exerce cette fonction tribunicienne, c'est-à-dire le fait d'alerter l'opinion, de dire à l'opinion, voilà, en tant que premier magistrat, ce dont j'ai été amené à constater l'existence. C'est cela qu'il fait ce jour-là. Je crois qu'il ne faut pas, on est, je sais, à l'ère de l'Internet, où on voudrait qu'à 15h, on découvre une affaire, qu'à 16h, on condamne le ou les coupables, et qu'à 17h, il soit exécuté sur la place publique. Ce n'est pas comme ça que se passe, la machinerie d'un État, un État de droit, de surcroît. Il y a des procédures. Le président de la République a dénoncé à l'opinion une situation, ou en tout cas a parlé d'une situation anormale. À l'intérieur, il y a une partie qui s'explique par ce que j'ai dit tout à l'heure et qui relève de l'audit, c'est-à-dire le fait que le fichier des étudiants n'était plus cohérent, parce qu'il contenait soit des fictifs, soit des gens qui n'avaient plus qualité pour être considérés comme étudiants. Ça, c'est quelque chose qui relève du nettoyage qui est fait par l'audit et par la biométrie. Maintenant, il a invité, mais pas le jour où il fait le discours, mais en amont. Ce jour-là, il alerte l'opinion. Il a invité les services compétents, le Premier ministre l'a dit, en parlant d'enquête administrative. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il a invité les services compétents à faire le nécessaire pour regarder s'il n'y avait pas des fraudes ou des manquements. Et c'est quand ce rapport administratif qui obéit au principe du contradictoire, c'est-à-dire que si M. Mungala, qui fait partie du process de gestion et de paiement des bourses, se révèle être quelqu'un qui a commis des indélicatesses ou des fautes administratives, il sera mis en cause, il fera l'objet des poursuites administratives et éventuellement pénales nécessaires. C'est ça l'état de droit. Donc il n'y a rien d'anormal. Je comprends qu'on veuille des réponses, qu'on veuille des têtes, qu'on veuille rapidement que des gens soient mis en cause, mais il faut permettre à l'état de droit de remplir son office. Donc chaque chose en son temps. Vous évoquez également l'affaire Lissassi. J'ai suivi cela comme tout le monde, sur les médias, notamment les médias sociaux. Bon, les informations que j'ai recueillies auprès des services compétents m'amènent à dire que les agents qui sont suspectés d'avoir
provoqué les blessures à l'œil de M. Lissassi sont bien mis en cause. Je crois que c'est quelque chose de vérifiable. Ils sont mis en cause. Je ne sais même pas si on n'est pas déjà au stade de la procédure judiciaire elle-même, c'est à vérifier, mais il me semble que oui. Je parle avec toutes les précautions d'usage, mais il me semble que oui, on est déjà entré dans cette phase-là. Donc cette affaire est une affaire qui connaît l'évolution nécessaire pour que les agents concernés mis en cause fassent l'objet des poursuites et du jugement nécessaire. Alors, vous évoquez un autre aspect qui là n'a rien à voir, qui est celui de l'interpellation de ce citoyen, dont je ne reviens pas sur les circonstances. Je note simplement une seule chose, je dis bien une seule chose, c'est qu'après vérification, les agents des services du commissariat de la Coupole qui ont procédé à son interpellation dans un fumoir, c'est-à-dire dans un endroit où des gens se droguent, c'est ça le fumoir, c'est pas une activité légale quand même. Je ne sais pas si ça serait parce que on serait par ailleurs dans une phase de dénonciation légitime des blessures dont on a été l'objet il y a quelques mois, ou un peu plus, que l'on serait autorisé à se droguer dans un fumoir. Je pense qu'il faut distinguer les deux situations. D'ailleurs, pour les quelques informations que j'ai recueillies, il me semble même que les agents de la brigade de la Coupole, en procédant à l'interpellation dans le fumoir, ne savaient même pas que ce monsieur s'appelait Lissassi et que c'était celui qui venait de faire l'objet, quelques jours avant, des controverses que vous avez évoquées. Donc c'est pour vous dire qu'il y a peut-être un caractère fortuit, malheureux, en termes de coïncidence, entre cette situation et puis les faits dénoncés par ce citoyen. Voilà le type de réponse que je peux faire. Le gouvernement est assez mal à l'aise pour en parler plus avant, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, il y a une séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Edgar Boukilo, Brazzaville, Info 240. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la sortie médiatique à charge contre l'exécutif que vous représentez du député Kinyumbi, alors qu'il a la possibilité d'interpeller le gouvernement lors des questions orales à l'Assemblée nationale? Vous parlez de l'honorable Kinyumbi Kiambungu, Joseph, qui a, je l'ai suivi là également sur les réseaux sociaux, fait une sortie remarquée où il a émis un certain nombre de critiques sur l'action du gouvernement et sur celle du président de la République. Il n'appartient pas de manière globale au ministre que je suis en charge des questions du porte-parole et de la communication de porter un jugement sur les propos tenus par ce député, dont vous n'aurez pas manqué de remarquer, malgré ses fonctions de deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, poste pour lequel il a bénéficié de l'ouverture et de l'état d'esprit constructif de ceux qu'il a sévèrement critiqués lors de ce point de presse, pour y accéder au nom de l'opposition. Donc vous voyez, on n'est pas complètement des démons, puisque nous permettons à M. Kinyumbi de disposer d'un espace institutionnel qui est important à l'Assemblée nationale. Bon, après ça, qu'est-ce que vous attendiez d'un opposant? Il ne va pas nous embrasser sur la bouche. Il ne va pas dire amen à tout ce que nous faisons. Il ne va pas dire bravo, je suis content de vous, sinon il ne serait pas un opposant. L'opposant, justement, ce qu'il caractérise, c'est qu'il s'oppose. Donc on ne va pas, si vous voulez, considérer que le ciel est tombé sur notre tête parce que M. Kinyumbi a formulé ses critiques, même dures. Par contre, et là je me permets quand même, cette fois-ci en tant que membre du gouvernement, de rappeler à l'honorable Kinyumbi, parce qu'un seul terme m'a un peu choqué, à vrai dire, à titre personnel, dans son intervention que j'ai suivie avec attention, il a appelé le président touriste infatigable, pour paraphraser, vous savez, notre slogan, à nous qui soutenons l'action du président, bâtisseur infatigable. Il l'a appelé
touristes infatigables. Bon, c'est un terme péjoratif qui, en plus, tourne en dérision l'action du président de la République sur des sujets sérieux. Et là, je pense que l'honorable Kinyombi aurait mieux fait, sur ce point précis, de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de tenir ce genre de propos. Est-ce que c'est faire du tourisme infatigable que d'aller assister aux COP, qui sont les grandes assemblées sur le climat, sur le changement climatique, et qui concernent l'humanité entière, et changement climatique dont le bassin du Congo, pour lequel le président est le président de la commission climat de ce bassin? Est-ce que c'est faire du tourisme infatigable que d'aller à un endroit où tous les leaders mondiaux se sont retrouvés et ont adopté un certain nombre de mécanismes découlant notamment de la COP 21 de 2015? Ça serait faire du tourisme infatigable que de s'occuper de l'avenir climatique de l'humanité. De même, quand le président de la République va assister au forum sino-africain de coopération et que l'ensemble de ses pairs, depuis le président Xi Jinping et les collègues africains du président de la République, homologues africains du président de la République, permettent que le Congo, via le président de la République, soit désigné pour 4 ans comme coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping, avec la possibilité de la mise en œuvre, de la définition d'abord, de la détermination, la sélection, la mise en œuvre de projets importants d'infrastructures pour l'Afrique en général, et nous l'espérons de tout cœur pour le Congo en particulier, ça serait faire du tourisme infatigable. De même, quand le président de la République se rend à Tripoli, en Libye, à un moment où, comme vous le savez, le monde entier est à la recherche d'une solution pour ce malheureux pays dont certaines puissances ont, il y a quelques années, décidé finalement de détruire l'État avec les conséquences que nous connaissons. C'est quoi les conséquences? C'est l'explosion du djihadisme, du terrorisme, notamment dans le Sahel, avec la dissémination des armes de l'ex-armée libyenne. C'est l'immigration massive qui passe notamment par la Libye, puisqu'il n'y a presque plus d'État. Ça serait faire du tourisme infatigable que d'aller réunifier, réconcilier nos frères libyens. Vous voyez, quand un homme politique aspire à la plus haute des fonctions, puisque je crois que M. Kinyombi a été candidat à chaque élection présidentielle depuis 2002. Alors, si lui a parlé de touristes infatigables, et je viens de vous dire que ce propos me paraissait un propos extrêmement sévère, le reste, c'est un opposant. Comme je vous l'ai dit, je serais retombé de ma chaise ou de l'armoire s'il s'était mis à dire du bien du gouvernement et du président de la République. Donc ça n'engage que lui, mais je tenais quand même à relever ce point-là. Hein, c'est un peu sévère. Alors, vous me permettrez quand même une petite boutade. Allez, c'est un grand frère. Il a été candidat président en 2002, 2009, 2016, 2021. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si nous décidions d'entrer dans sa logique, l'appeler le candidat infatigable? Je suis Chrysostome Fouk Zonzeka pour le compte de l'Horizon africain. Le 10 décembre dernier, l'humanité a célébré le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 2 jours avant, il y a une plateforme de la société civile qui œuvre sur les questions de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme, qui donnait donc de la voix pour dire que cette opération, à leur niveau, ils ont constaté a beaucoup de dérapages. Parce que ceux qu'on arrête, ceux qu'on interpelle sur le terrain, lorsque nous voyons les CV des uns et des autres, ce ne sont pas les gens qu'on devait interpeller. Et finalement, après, il y a beaucoup de dérapages où les uns se retrouvent dans des milieux pas appropriés et que cette plateforme voulait bien que cette opération, excusez-moi, soit arrêtée. Que leur répondrez-vous, monsieur le ministre de la Communication? Bon, écoutez, vous savez, les délinquants, ce ne sont pas des anges. Hein. On ne parle pas des oiseaux tombés du nid et qu'on rattrape à midi et on les remet dans le nid. On parle de délinquants. Dans le cadre de ces opérations, qui sont des opérations délicates,
qui appellent à une expertise que seules les forces de police et de gendarmerie peuvent exercer avec le professionnalisme et la compétence nécessaires, eh bien ces opérations peuvent éventuellement à la marge provoquer quelques incidents. Je crois qu'il n'y a pas une police et une force publique au monde dont on puisse dire qu'elle, dans le cadre de l'exercice de ce qu'on appelle le pouvoir coercitif qui est celui de la loi et de l'État, eh bien, que dans cet exercice-là, les choses se passent sans aucune situation, accident ou incident. Donc c'est des choses qui, à travers le monde, arrivent. Maintenant, vous dites qu'une plateforme dite des droits de l'homme, à l'occasion de la célébration le 10 décembre dernier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, invite le gouvernement, ou du moins ordonne quasiment à l'État, de cesser l'opération coup de poing. Bon, ben il n'y a pas de problème. Si on suit leur logique, nous allons laisser de nouveau les bébés noirs déferler, s'attaquer aux populations paisibles, et surtout si on l'arrête maintenant, cette opération, à l'orée des fêtes qui démarrent dans quelques heures, je crois que ces gens-là, ils vont faire la fête à la place de la population. Et ils vont même faire la fête à la population. C'est-à-dire qu'ils vont s'en prendre de manière sauvage, de manière barbare, comme ils le faisaient encore il y a quelque temps, et que vous, les journalistes, de manière tout à fait pertinente, vous relayez à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on dit quelques jours avant ou quelques semaines avant. Vous étiez, pour la plupart, à votre bon droit, et de manière tout à fait pertinente, les premiers à dire il y a une délinquance qui s'affole, qui dérape, qui flambe dans le pays. Que fait le gouvernement? Et le gouvernement met en place un mécanisme qui aujourd'hui a permis et permet et permettra de ramener la tranquillité dans nos quartiers, dans nos villages et au niveau de la population. Et une ONG se lève et dit non, il faut l'arrêter. Bah écoutez, je les laisse juges de leur appréciation. Le gouvernement, les pouvoirs publics, la police nationale considèrent que l'opération est salvatrice, qu'elle va dans le bon sens et que malgré, effectivement, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il peut y avoir, mais c'est partout comme ça dans le monde malheureusement, il peut y avoir quelques faiblesses, quelques incidents, mais je crois que ça ne remet pas en cause le caractère impérieux, positif de l'opération coup de poing. Aline Francet Tokabeka de la télévision nationale congolaise. Monsieur le ministre, on sait qu'aujourd'hui, les difficultés se trouvent à tous les niveaux et quasiment dans tous les domaines. Cela s'expliquerait notamment par le fait que nous ayons conclu des programmes avec le FMI, ça c'est la raison principale. On se souvient que pendant les débuts de cette procédure, le gouvernement rassurait de ce que cette procédure avec le FMI n'impacterait aucunement le quotidien des populations congolaises. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous observons. Il y a des grèves à gauche et à droite. Vous avez évoqué des raisons récemment lors des précédentes quinzaines. Aujourd'hui, l'on se pose la question quand même sur ce qui est une priorité pour le gouvernement. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, un établissement aussi important et nécessaire qui régit quand même la vitalité des populations comme le CHU est en grève depuis plusieurs mois et aujourd'hui quasiment fermé. Et on sait combien la population congolaise souffre en matière de santé, sachant que les services de santé, pour la plupart, les services connexes ne sont pas au rendez-vous. Et le CHU, c'est quand même le summum du traitement médical au niveau de notre pays, est en grève et quasiment fermé. Alors, on envoie les populations à ce moment-là au mouroir, puisqu'on connaît le niveau des populations aujourd'hui qui, pour beaucoup, ne pourront pas aller se faire soigner dans les cliniques. Et là aussi, on sait que le service ne sera pas au même niveau que le service que nous offre le CHU. Et de l'autre côté, on se dit peut-être que ce serait peut-être pas une priorité parce qu'on sait que la plupart de nos nantis et de nos gouvernements se font pas traiter sur place. Peut-être que ce serait différent s'ils se faisaient traiter sur place. Aujourd'hui, que pense le gouvernement de cette situation qui aujourd'hui touche le cœur de la vie même de nos populations? Vous évoquez la question du CHU,
qui est effectivement une question préoccupante parce que nous touchons, vous l'avez dit, au cœur même de l'intégrité des citoyens, leur santé. Il n'y a pas plus délicat, il n'y a pas plus fragile, il n'y a pas plus important pour quelqu'un que sa santé. Alors vous évoquez la grève du CHU qui s'étend et qui dure depuis de longues semaines, et vous avez parfaitement raison. Maintenant, vous avez une approche juridique, c'est est-ce que le service minimum est tout à fait respecté? C'est à vérifier. Si oui, tant mieux. Mais si le service minimum est respecté, mais qu'il ne suffit pas à gérer l'afflux des patients, eh bien c'est bien malheureux. 2, il y a un processus de discussion et de négociation. On ne peut pas obliger des gens qui veulent faire la grève pour des motifs tout à fait pertinents à revenir travailler. On ne peut pas les prendre de force chez eux, à les ramener. Le gouvernement, dans le cadre de la préservation du climat social, privilégie le dialogue et la négociation avec les représentants des agents, avec les représentants syndicaux. C'est le credo sur lequel nous travaillons. Hélas, ça prend le temps que ça prend, mais nous espérons que ces discussions aboutiront à des résultats qui permettront la reprise effective et complète du service au CHU. Je suis Gustavo Sira, je pose la question pour Écho du Vrai. Monsieur le ministre, Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, n'a plus de route. Il n'y a plus de route. N'a plus de route. Bon, les routes, quand je parle des routes, je vois l'état des routes en fait. Non, vous êtes venu comment ici? Vous êtes venu par les airs, on vous a parachuté alors. C'est ça hein, on vous a largué depuis un avion au-dessus du ministère puisqu'il n'y a plus de route. Bon, je parlais de l'état des routes, monsieur le ministre. Ah. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, d'accord, l'état de certaines routes quand même. L'état de certaines routes. Ah, d'accord. Là, c'est plus objectif. Ce qui intensifie les embouteillages et le problème de mobilité des populations. Absolument. D'une manière globale, quelle est la stratégie du gouvernement en la matière? Et puis, j'ai une deuxième question, monsieur le ministre, si vous me permettez. Il y a de cela quelques mois, le gouvernement de la République annonçait la construction du barrage de Sounda, ce qui explique le besoin pressant du pays en la matière. Alors qu'il y a quelques années, le gouvernement, le projet Imoulou, nous faisait croire que c'est une sorte de solution miracle au problème d'électricité dans la sous-région. D'une manière un peu beaucoup plus précise, qu'est-ce qui a fait à ce que Imoulou connaisse un échec monumental? Vous êtes le seul responsable et comptable de vos conclusions. Vous qui êtes arrivé ici après un vol d'avion et un parachute qui vous a largué au-dessus du ministère. Je plaisante, bien entendu, hein. On se comprend. Bon, on va commencer par la première question. Bon, oui, vous avez raison, l'état de dégradation de certaines voies urbaines ou périurbaines est parfois préoccupant et nécessite des travaux de réhabilitation. Vous n'aurez pas manqué de remarquer là également que la dureté des temps, les difficultés financières du pays ralentissent le programme d'entretien, voire de réhabilitation de ces voiries urbaines ou périurbaines. Et donc, le gouvernement s'efforce, à Brazza, à Pointe-Noire et dans d'autres localités de moindre importance, villes de moindre importance ou localités de moindre importance, de parer au plus pressé de manière à ce que, justement, ce que vous avez évoqué, les capacités de circulation dans notre ville capitale, politique pour Brazza et économique pour Pointe-Noire, soient les moins pénibles possibles. Eh bien, nous inscrivons cette volonté pour que, courant 2025, ce programme se poursuive, voire s'accélère. Espérons qu'il s'accélère. Donc c'est un phénomène là également mondial qui cumule l'évolution démographique, le nombre de véhicules en augmentation, que ce soit des véhicules transport en commun ou des véhicules individuels. Il y a tout un tas de facteurs qui parfois même aggravent l'état de dégradation des routes d'ailleurs, parce que plus vous avez des véhicules qui passent, parfois de fort tonnage, des camions, etc., plus une route déjà fragilisée se dégrade. Donc nous inscrivons tous ces soucis
dans le cadre du programme permanent qui est celui du gouvernement via les ministères compétents, notamment le ministère des Infrastructures, eh bien, la capacité de régénérer ces voies qui permettront à nos populations de se déplacer plus facilement dans notre pays. Alors, vous évoquez l'échec monumental du barrage d'Imboulou, dites-vous. Mais il me semble qu'à ce moment, si nous avons au-dessus de nous quelques lumières fluorescentes et qui nous permettent de faire notre quinzaine du gouvernement, il me semble que le courant, celui-là, peut-être pas directement, il me semble qu'il est le fruit du barrage d'Imboulou, entre autres. Hein, mais bon, je ne sais pas ce que vous appelez échec. Par contre, là où vous avez peut-être raison, c'est peut-être que le projet qui, à l'époque, à un instant T, au moment où il était mis en œuvre, implémenté et exécuté, ce projet représentait une solution pérenne pour couvrir les besoins en électricité de l'époque. On parle d'une vingtaine d'années, à peu près. Mais entre-temps, vous le savez comme moi, eh bien, un pays connaît une évolution, d'abord démographique, et ensuite, cette évolution démographique et le progrès économique et l'implantation d'entreprises ou d'unités de production aidant, tout cela entraîne une augmentation de la demande d'électricité. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'un projet qui était dimensionné à l'époque pour être considéré comme autosuffisant peut, quelques décennies plus tard, être considéré comme devant être complété. Voilà pourquoi le barrage de Sounda, qui, de vous à moi d'ailleurs, est un objectif, une proposition qui a été faite par tous les gouvernements depuis l'indépendance, eh bien, le barrage de Sounda, dont on espère que d'ici quelques années, 3, 4, 5 ans, il pourra être opérationnel, eh bien, répond aux nécessités du moment, celles de 2024, 2025 bientôt. Tressika Kipebe de GoTV. La fameuse. Oui. Félicitations pour votre Merci persévérance pour permettre que nos filles fassent bonne figure. Merci. À Kinshasa. Depuis la semaine passée, les étudiants perçoivent leur bourse, une première pour le gouvernement Makosso, car le paiement de la dernière bourse remonte à 2021 sous le règne du feu Premier ministre Clément Mwamba. Cette bourse a été payée mensuellement. Est-ce que les étudiants devraient espérer à un paiement non-stop tous les mois à compter de 2025? Alors, les étudiants peuvent-ils espérer un paiement mensuel? Eh bien, nous allons espérer avec eux un paiement mensuel. Je crois que le Premier ministre, à la tribune du Sénat, a dit deux choses. La première, enfin trois même. La première, il a indiqué que provisoirement et compte tenu de l'audit dont on a parlé tout à l'heure et qui fait l'objet des polémiques qu'on a évoquées sur les 6 et 9 milliards, je ne reviens pas là-dessus, il y avait la position du gouvernement transmise aux organisations étudiantes du fait qu'on gelait provisoirement le paiement des arriérés pour voir clair dans les effectifs qui sont ceux des étudiants à qui l'on doit ces arriérés-là. Et ensuite, le gouvernement, les autorités compétentes, devant s'efforcer, c'est le deuxième temps de l'affaire, d'assurer une régularité plus grande du paiement de la bourse. Et pourquoi pas un paiement mensuel. Et enfin, je crois qu'il y a la décision, vous l'avez rappelé, du paiement pour ces étudiants qui attendaient, hélas, depuis très longtemps, vous l'avez là également évoqué, du paiement d'une bourse dont on ne peut même pas dire que ça serait pour eux pour passer les fêtes, mais ça serait pour commencer à rattraper un gap et en espérant qu'ils passent les fêtes les moins pénibles possibles. Voilà ce que je peux dire sur vos interrogations.